Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africable Télévision dans cette émission politique l'invité. Politique l'invité aujourd'hui en Guinée-Conakry puisque nous avons comme invité Dr Ousmane Kaba. Dr Ousmane Kaba est le président du PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir. Il est en train donc de boucler une tournée qu'il a conduite aux États-Unis, en Europe, en Afrique et particulièrement au Mali pour cette escale-ci. Avec lui, nous allons donc essayer de parler de cette tournée, la vie du PADES et des questions d'actualité nationale concernant la Guinée et si le temps nous le permet, la sous-région. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle aux téléspectateurs que Dr Kaba est titulaire entre autres d'un DEA de sciences économiques obtenu à Paris 2 Panthéon-Sorbonne, puis d'un doctorat en sciences économiques obtenu à la même université et pour lequel il a obtenu donc le prix recherche de l'Académie de Paris. Plus tard, un diplôme de gestion des projets à l'université de Harvard aux États-Unis. Dr Kaba a entre autres été professeur d'économie à l'Institut du FMI, le Fonds monétaire international, conseiller du gouverneur et directeur d'échange à la BCRG. Il a également été coordonnateur du programme de réforme économique. Il a été ministre de l'économie, des finances, du plan de la coopération, et également conseiller ministre chargé du bureau de la stratégie à la présidence. Député, il a également été président de la commission des affaires économiques et financières, pour ne citer que ces responsabilités-là. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'accepter notre invitation autour de ce plateau. Vous êtes à Bamako, on vient de le dire, à l'issue d'une tournée qui vous a conduit aux États-Unis, en Europe. Avant de parler de cette tournée, il y avait un président, pour ne pas le nommer, Sékou Touré, qui disait que le Mali, la Guinée, ce sont les deux poumons d'un même corps. Avec le temps, on a l'impression que cette assertion du président Sékou Touré a été dépourvue de son sens. Les chefs d'État successifs, aussi bien de la Guinée et du Mali, n'ayant pas travaillé comme il le fallait pour mettre cette coopération, cette relation au niveau où elle doit être. Quelle appréciation faites-vous? Non, vous avez raison. En réalité, la Guinée et le Mali sont extrêmement liés. Le défunt président Ahmed Sékou Touré avait raison. Il suffit de voir cette coopération décentralisée au niveau des peuples. Quand on voit le flux de personnes entre les deux pays tous les jours, on se rend compte que c'est une coopération plus vivace que jamais. Ce qui est vrai aussi, c'est que les gouvernements successifs n'ont pas été capables de délimiter les domaines de coopération spécifiques et qui soient complémentaires entre les deux pays. Mais n'empêche que la Guinée et le Mali sont extrêmement liés. Certains ont dit, on ne sait pas si ce sont des revers, que autant la France et l'Allemagne ont été la locomotive pour l'Union européenne, le Mali et la Guinée auraient dû quand même jouer ce semblant de rôle dans l'intégration sous-régionale et puis même africaine. Tout à fait. Et je pense que c'est deux pays qui ont toujours joué un rôle dans ce domaine, qui sont à la pointe du combat pour d'abord la dignité et l'indépendance des peuples d'Afrique. Vous vous souvenez, dans les années 60, cette première génération d'hommes politiques, je pense, c'est vrai, au président Ahmed Sékou Touré, mais aussi au président Modibo Keïta, au président Houphouët-Boigny, Senghor, Amani Diori, tous ces grands hommes ont donné l'indépendance à l'Afrique. Nous devons les rendre hommage pour cela. Et il était entendu des générations suivantes de promouvoir le développement économique et social. Là, nous avons un peu moins de succès, je pense. Voilà, moi je pense que cette coopération devrait s'approfondir dans tous les secteurs où il y a complémentarité, où il y a des avantages comparatifs entre différents pays. Je crois que c'est aux dirigeants d'être assez imaginatifs pour donner un contenu officiel. Mais la coopération existe. Elle est décentralisée, elle est au niveau du peuple et elle se passe tous les jours. D'accord. On vient de le dire, vous avez fait les États-Unis, l'Europe, aujourd'hui vous êtes au Mali dans le cadre de cette tournée. Est-ce que vous pouvez nous en parler déjà?
Écoutez, nous avons créé avec des amis un nouveau parti politique qui s'appelle le PADES, Parti des démocrates pour l'espoir, en février 2017, donc il y a moins d'1 an. Et il est question de faire la promotion de ce parti politique. On fait la promotion auprès des Guinéens. Ces Guinéens sont bien sûr en Guinée, mais ils sont aussi aux États-Unis, un peu partout en Europe et dans les pays africains, surtout limitrophes. C'est dans ce cadre que vous avez vu la tournée que nous avons effectuée un peu partout, parce que la Guinée, on ne cesse de le dire, c'est un pays de paradoxe. Un pays qui a autant d'atouts, mais qui, après 60 ans, se trouve encore parmi les pays les plus pauvres de la planète, et même parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Ce parti a été créé en mettant l'accent sur la promotion économique et sociale de la Guinée. On le sait, avant le PADES, il y avait le plus. Aujourd'hui, vous êtes avec le Parti des démocrates de l'espoir. Est-ce que c'est une formation politique de plus? Quelle va être la ligne de démarcation, cette fois-ci la spécificité par rapport au PADES, puisque le plus que vous aviez créé, on se rappelle, c'était fusionné dans le RPG Arc-en-Ciel. Certains à Conakry se posent la question si le PADES aussi un jour peut-être ne va pas connaître le même sort. Non, ouais. Je peux tout de suite répondre à la dernière partie de votre question pour dire non. Le PADES ne va fusionner avec aucun autre parti. Il faudrait faire un tout petit peu d'histoire. Comme vous le savez, en 2010, nous avions créé avec des amis un parti politique qui s'appelait le Parti Plus. Et c'est au second tour que nous nous sommes investis pour créer avec les autres candidats de l'époque l'Alliance Arc-en-Ciel, qui a pu renverser les rôles et qui a pu donc amener le professeur Alpha Condé au pouvoir. Vous vous souvenez que le RPG originel n'avait que 18% de l'électorat. Et en face, on avait 43%. Donc il a fallu vraiment se battre pour renverser la vapeur. Ce qui a été fait et le professeur a accédé au pouvoir politique. 2 années après, afin d'assurer la stabilité politique, nous avons créé ensemble le RPG Arc-en-Ciel, où il y a 34 autres partis qui se sont ajoutés au RPG originel pour créer le RPG Arc-en-Ciel. Voilà ce qui s'est passé. Donc le plus a disparu dans cet élan de solidarité et de stabilité que nous recherchions pour la Guinée. Vous savez, un parti politique, il est créé pour conquérir le pouvoir et pour changer la nation. Chaque fois que l'on pense que ça va être fait, c'est ce qui nous a mené à cela. Mais aujourd'hui, la configuration est totalement différente. Le RPG Arc-en-Ciel, le candidat du RPG Arc-en-Ciel est en train de finir son second mandat. Donc il fallait un nouveau parti politique. Parti qui met surtout l'accent sur la solidarité entre les Guinéens, mais surtout sur les aspects économiques de la promotion de la Guinée. Ce qui fait scandale, c'est la pauvreté de la Guinée. Donc il est temps que... moi, je ne suis pas un professionnel de la politique, je ne suis pas un politicien, je suis un professionnel de l'économie, comme l'a montré mon cursus, je suis un économiste. Mais pendant très longtemps, nous avons suggéré des politiques économiques qui n'ont pas été mises en œuvre par les hommes politiques. Et nous avons pensé qu'il est temps... Est-ce que vous voulez dédouaner par là les économistes pour dire qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité dans la situation que vous avez eu à décrire un moment? Bien sûr qu'ils ont leur part de responsabilité, mais c'est assez limité. Parce que les économistes ne prennent pas les décisions économiques. Les décisions économiques comme les décisions diplomatiques ou sportives ou même religieuses sont toujours prises par des hommes politiques. Et nous avons conscience que très souvent les décisions qui sont prises dans le domaine économique ne sont pas rationnelles d'un point de vue économique. Peut-être que je devrais vous donner des exemples terre à terre. En tant qu'économiste, nous avons suggéré qu'il y ait des micro-barrages partout à l'intérieur de la Guinée. Ça fait scandale d'un point de vue politique. Je ne sais pas pourquoi. Les économistes vous disent que dans un pays comme la Guinée qui a énormément de bauxite, il est malsain d'exporter la terre rouge, c'est-à-dire la bauxite, et qu'il faut plutôt travailler à mettre des usines d'alumine en place pour capturer ce que nous appelons la valeur ajoutée. Malheureusement, les hommes politiques choisissent d'exporter la terre rouge, c'est-à-dire la bauxite avec toutes les conséquences écologiques que l'on connaît, avec l'exportation, je dirais,
de l'emploi des milliers de Guinéens dans les autres pays qui n'ont même pas de bauxite. Voilà des approches qui ne sont pas du tout rationnelles, qui ne sont pas économiques, mais qui sont prises par des hommes politiques, mais contrairement à l'avis des économistes. Pour votre cas, docteur, vous n'étiez pas qu'un simple économiste, hein, vous étiez souvent détenez des ministères, des portefeuilles pleins. Vous étiez ministre chargé de stratégie également à la présidence. Vos responsabilités allaient au-delà d'un simple économiste, d'un simple conseiller, non? Non, vous avez tort, parce que moi j'ai été ministre de l'économie et des finances seulement pendant 7 mois, et il y a plus de 20 ans. Donc depuis 20 ans, je n'ai pas participé à la gestion économique de la Guinée. Et tout récemment, après 2010, j'étais simple conseiller à la présidence de la République, qui par définition ne prend pas de décisions. Et c'est justement parce que je n'étais pas heureux avec le fait que les conseils que nous donnions ne sont pas pris en compte que j'ai quitté la présidence pour aller à l'Assemblée nationale. Donc voyez-vous, dans une certaine mesure, nous sommes comptables de ce que nous faisons comme équipe. Mais en même temps, en tant qu'économistes, nous constatons que nos avis économiques ne sont pas toujours pris en compte, même dans des domaines aussi essentiels que le domaine de l'énergie, le domaine agricole, le domaine du secteur minier. Et c'est à cause de cela que nous avons pris nos distances avec le pouvoir actuel. Ok. Si on revient à votre formation politique, le PADES, souvent à vous écouter, docteur, on a du mal à vous suivre hein, par rapport à votre positionnement, puisque vous affirmez être ni de la mouvance, ni de l'opposition. Or, on sait qu'il faut être quelque part quand même. Tout à fait. Même la neutralité est une prise de position. J'ai toujours eu la même question qui est posée par beaucoup de journalistes. C'est pour 2 raisons que je le dis. La première raison, c'est qu'en Guinée, nous avons connu beaucoup d'intolérance ces derniers temps, puisqu'on en reviendra là-dessus. Moi-même, j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel pour divergence d'opinion avec les dirigeants de ce parti. Et de l'autre côté aussi, au niveau de l'opposition, on voit beaucoup d'exclusion. Donc en Guinée, il y a une certaine intolérance dans la politique, alors que la politique est faite pour être un espace de liberté, surtout de nos jeunes, qui doivent être libres de leur opinion. La deuxième raison, c'est que c'est un nouveau parti. Un nouveau parti, nous sommes en train de travailler pour avoir beaucoup de militants, pour avoir des structures. Donc nous attendons que nos structures soient en place, que nos militants soient là et que l'on discute à l'intérieur du parti. En ce moment, nous prendrons un positionnement sur l'échiquier politique guinéen. Maintenant, le positionnement sur l'échiquier politique, il ne faut pas le confondre avec le positionnement idéologique. Là, c'est autre chose. Nous sommes un parti de la liberté. La liberté dans le domaine politique, c'est la démocratie. Nous appuyons tout ce qui va dans le sens de l'instauration et de la consolidation de la démocratie libérale, sociale et sur le plan économique. Nous sommes pour le libéralisme économique, mais un libéralisme tempéré par la solidarité africaine, bien entendu, parce que nous croyons à la force créatrice du marché. Vous savez, le communisme a été expérimenté par la moitié de l'humanité. Tout le XXe siècle a servi à cela. Et la conclusion, c'est que nous ne pouvons pas progresser sur le plan économique avec le collectivisme et la centralisation. Donc il faut en tirer toutes les conséquences. Et nous savons que seule la liberté d'entreprise peut donner la prospérité, puisque l'État ne crée pas la richesse, c'est le secteur privé qui crée la richesse. Cependant, l'État doit créer les conditions des activités du secteur privé, notamment et dans le domaine des infrastructures et dans l'environnement juridique, sécuritaire, économique et tout ce qui s'ensuit. Mais d'aucuns diront, peut-être ce sont les détracteurs du libéralisme, ils diront que nos économies ne sont pas prêtes à cette ouverture à tout vent du monde. Nous ne produisons pas, nous ne faisons que consommer. Et c'est pourquoi souvent les multinationales ont pignon sur rue. Est-ce que peut-être je crois qu'on confond pas mal de notions. Ouais. Il ne faut pas confondre le libéralisme et la liberté et l'ouverture excessive des marchés nationaux. C'est une chose qui est différente. Nous avons des marchés que nous essayons d'agrandir dans le cadre de la CEDEAO. Mais le libéralisme n'implique pas qu'il faut ouvrir ses portes n'importe comment sans aucune contrepartie lorsqu'il y a des différences au niveau des développements économiques des différents partenaires. Le libéralisme signifie simplement que nous ne sommes pas dans le communisme, nous ne sommes
part dans l'appropriation par l'État des moyens de production, parce que l'État est inefficace pour produire des biens et des services. Et que tout le XXe siècle nous a donné des leçons. C'est pourquoi tous les pays ont presque abandonné le communisme. Mais notre libéralisme, comme je le dis, c'est un libéralisme qui est solidaire. On n'a pas besoin de l'humanisme européen du 19e siècle, puisque l'Africain est solidaire. Historiquement déjà, nous avons des sociétés très solidaires. Je crois que nous pouvons regarder les valeurs qui fondent nos propres sociétés de partage et s'assurer que les politiques économiques qui sont mises en place sont des politiques qui vont repêcher les éléments les plus vulnérables de notre société, notamment les femmes, les enfants, les handicapés, etc. Ce n'est pas difficile pour nous en tant qu'Africains. Nous le faisons déjà traditionnellement. Ok. Parlons de votre éviction. Je ne sais pas si c'est une éviction ou bien si c'est une exclusion du RPG Arc-en-Ciel. On s'amuse à utiliser ce terme puisqu'elle a été d'autant plus inattendue que violente. On vous a tellement vu de bon aloi avec, dans cette coalition-là, et un jour qu'on apprenne que Dr Kaba a été évincé, exclu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, mais je crois que c'est une véritable expulsion du RPG Arc-en-Ciel, sans l'avis des militants, par des voies tout à fait non démocratiques, par une bande, ce que j'ai appelé une bande de zélés, simplement parce que j'avais des divergences d'opinion avec le chef de l'État qui avait tenu un discours à connotation ethniciste. Je pense que c'est le rôle de tous les intellectuels d'arrêter la dérive lorsqu'elle se présente. Mais en plus, on avait, comme je l'ai dit, des divergences dans le domaine de la politique économique, que ce soit la politique minière, que ce soit la politique agricole, que ce soit la politique énergétique. Nous avons préconisé de faire beaucoup de barrages à l'intérieur du pays en Guinée, parce que c'est ce qui est indispensable pour mettre en place des unités agro-industrielles qui vont elles-mêmes booster l'agriculture. Et vous savez que 70% de la population de notre pays vit du secteur agricole. Donc il est très important d'avoir de l'électricité partout en Guinée. Tous ces avis-là n'ont pas été partagés par les dirigeants, et surtout la divergence d'opinion fait toujours scandale, ce qui n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Voilà ce qui s'est passé. Donc il n'y a absolument rien de dramatique, c'est simplement une intolérance au niveau des partis politiques. Raison pour laquelle j'ai dit que nous ne souhaitons pas pour un départ être ni de l'opposition ni de la mouvance. Nous voulons garder notre liberté d'opinion et la liberté d'opinion de nos milliers d'adhérents, surtout les jeunes qui viennent en masse dans le PADES. Ces jeunes doivent être libres d'exprimer leur point de vue sur tous les aspects de la politique en Guinée, sans essuyer les foudres de la nomenclature des partis politiques. Ok. Vous le dites, docteur, mais certains aussi à Conakry ont pensé que vous avez toujours gardé une dent contre le RPG Arc-en-Ciel, le président Condé, et que vous avez profité à travers vos étudiants, les étudiants de Kofi Annan, profité du forum de l'étudiant pour entacher l'honorabilité du président Condé en le huant. Est-ce que c'était véritablement des étudiants de Kofi Annan? Non, pas ça, c'est surtout des rumeurs. Parce que là, d'abord, je n'étais même pas à Conakry, j'étais en Europe, et puis Kofi Annan n'était même pas invité au forum. Donc franchement, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est complètement... À Kofi Annan, on n'a pas besoin de tablettes. Non, mais si tous les étudiants ont besoin de tablettes, nos étudiants, comme les autres étudiants guinéens, ils achètent sur le marché. Mais nous n'allons pas dans ce genre de problème personnel. Je trouve que ça, c'est... En plus, le chef de l'État a une dignité à sauvegarder. Je pense que la politique ne doit pas être la politique des caniveaux. Et qu'il faut toujours respecter la fonction présidentielle. Je ne suis pas de ceux-là qui peuvent faire des choses comme ça. D'abord, je n'étais même pas là et Kofi Annan n'était même pas invité au forum. D'accord. Donc ce n'est que des rumeurs. Voilà, on rappelle aux téléspectateurs que vous êtes également fondateur d'université. Mais on va profiter pour parler dans ce registre. Le fondateur d'université, l'homme politique que vous êtes, quelle place l'éducation occupe finalement dans votre programme, dans votre projet de société? Ben écoutez, moi j'ai deux activités que j'ai exercées sur le plan personnel.
C'est l'agriculture, l'élevage d'un côté et l'éducation de l'autre. Je me suis beaucoup investi parce que j'ai toujours pensé que l'éducation doit être au cœur de nos préoccupations. Vous savez, l'homme est à la fois acteur et sujet du développement économique. Et l'homme est au centre des préoccupations. Ce que nous appelons en économie le capital humain est essentiel quand on veut promouvoir la croissance, la prospérité dans un pays. Donc l'éducation doit tenir une place de choix. Malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas le cas. Parce que si vous prenez le budget de la Guinée, tout ce qui est alloué à l'ensemble du système éducatif, c'est 13% de notre budget. C'est peu. Par rapport au Mali, par rapport au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, tout ça, la Guinée est celui qui dépense le moins pour l'éducation de ses enfants. Donc dans le projet de société du PADES, l'éducation évidemment tient un rôle central parce que c'est la seule arme pour faire la concurrence à l'international pour la jeunesse qui doit prendre le pouvoir dans les années à venir. Seule une jeunesse éduquée peut affronter la concurrence internationale au XXIe siècle. Et c'est cette jeunesse qui doit permettre de renouveler tous les grands secteurs, notamment le secteur agricole. Comment nous allons professionnaliser notre éducation, c'est un défi majeur, non seulement à la Guinée, mais à tous nos pays de la sous-région et de l'Afrique. Les jeunes constituent l'essentiel de notre population. Cette jeunesse doit être nourrie, elle doit être habillée, elle doit être éduquée, on doit lui trouver du travail. Voilà les grands défis auxquels tous les hommes politiques de la sous-région sont confrontés. Et c'est un défi majeur. Okay. Et comment expliquez-vous quand même cette tension permanente en Guinée entre le ministère de l'enseignement supérieur et les établissements privés? C'est récurrent, ça arrive, oui, ça va, ça vient. C'est un exemple de la lutte acharnée que ce gouvernement fait contre le secteur privé. On le sait, que ce soit en Guinée, que ce soit ici dans tous les pays africains, l'État est incapable de mettre suffisamment d'infrastructures pour accueillir tous les jeunes. C'est pour ça que tous les États font appel au secteur privé pour compléter les ressources insuffisantes de l'État en termes d'infrastructures. Il se trouve qu'en Guinée, depuis quelque temps, le gouvernement fait vraiment une lutte acharnée contre les universités privées. En fait, c'est contre le secteur privé en général. Seulement, on parle beaucoup d'éducation parce que cela touche tout le monde. Mais si vous prenez ceux qui sont dans les bâtiments, ceux qui sont dans les autres secteurs privés, qui travaillent avec l'État, l'État accumule énormément d'arriérés vis-à-vis des entreprises guinéennes, des petites et moyennes entreprises en Guinée. Et c'est la meilleure manière de tuer le secteur privé local. Or, vous le savez, il est vain de faire appel aux investisseurs étrangers lorsque l'entrepreneur guinéen, l'entrepreneur local n'est pas bien traité dans ses relations avec l'État. Ce qui explique qu'en Guinée, il n'y a pratiquement pas d'investisseurs étrangers, à part le secteur minier qui est un secteur à part. Les gens viendront toujours chercher la mine en Guinée, mais les investisseurs dans les autres secteurs ne viendront pas en Guinée parce que le secteur privé est brimé dans ses relations financières avec l'État. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas encouragés, il n'y a aucun schéma de financement pour les jeunes entrepreneurs, il n'y a aucun schéma d'encadrement systématique pour ces jeunes entrepreneurs. Les jeunes ne sont pas orientés vers les secteurs porteurs de croissance, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche ou des secteurs modernes, notamment le numérique, qui est en train de prendre une place de plus en plus importante. Il n'y a aucune politique élaborée dans ce sens. Ok. Il y a également une équation. On n'est pas étonné qu'il y ait une explosion très forte du chômage en Guinée. Pratiquement tous les jeunes sont au chômage en Guinée à l'heure actuelle. Et c'est l'un des plus gros défis que notre pays a. D'accord. Il y a également un problème qui est commun à l'ensemble des pays de la sous-région, c'est l'équation énergétique. Par rapport à la Guinée, on pensait le problème résolu avec Caleta, dont vous avez été un des acteurs majeurs, mais malheureusement, ça persiste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on pensait qu'une fois Caleta opérationnel, ça n'était fini, des délestages intempestifs. Qu'est-ce qui cloche finalement? Non, parce que dans le domaine de l'énergie, voyez-vous, il y a deux choses qu'il faut mettre en parallèle. Il y a l'investissement dans la capacité de production de l'électricité et de l'autre côté, il y a la demande.
Donc Caleta, c'est un bon investissement. J'ai été moi-même le promoteur de Caleta, c'est 240 MW. Il y a Papa Kouli aussi qui se réclame la paternité. Oui, vous savez, moi je ne rentre pas dans les histoires politiques, mais j'étais en charge de la relation avec la Chine. Et j'ai passé 3 mois à me disputer avec le gouvernement pour qu'on accepte le financement de Caleta. Mais ce n'est pas suffisant. 240 MW, ça ne suffit pas pour toute la Guinée. On l'a mis, ça arrive à éclairer un peu la Basse-Côte et le Fouta. Mais même pour cela, ce n'est pas suffisant parce que vous savez, la demande de l'électricité est une demande dynamique. Quand vous mettez de l'électricité, dès que ça marche, il y a les unités industrielles qui viennent se greffer et la demande ne fait qu'augmenter. Donc il faut que l'offre d'électricité augmente parallèlement à la demande et doit même précéder la demande prévisible. Donc ce n'est pas suffisant. Tu as et la Guinée forestière et la Haute-Guinée qui n'ont pas de barrage, alors que nous avons beaucoup de sites de barrage. Malheureusement, le gouvernement a mis beaucoup d'argent, plus d'1 milliard de dollars dans les groupes électrogènes, et nous n'avons même pas la capacité de faire tourner ces groupes électrogènes parce que le carburant coûte cher, parce qu'il y a des délestages, parce qu'il y a des pannes, etc., par rapport à un barrage dont le coût opératoire est quasiment nul. Donc, c'est des divergences en matière de stratégie de politique d'électricité. On a des écoles en collision ici, le thermique et l'hydraulique. Vous pensez qu'il faut surtout opter pour l'hydraulique? Écoutez, ça dépend des pays. Il faut il faut tenir compte des avantages comparatifs des pays. La Guinée a 2 choses. Nous avons beaucoup d'eau et nous avons des montagnes. Ça veut dire que nous avons beaucoup de sites de barrages hydroélectriques. Il faut en tenir compte et la Guinée doit produire de l'électricité non seulement pour la Guinée mais pour les pays de la sous-région. Ça, c'est la vocation naturelle du pays. Il faut tenir compte de ces avantages, d'où l'importance de préserver l'environnement évidemment, parce que l'électricité des barrages hydroélectriques, c'est simplement de l'eau qui fait tourner les turbines. Donc il faut éviter le déboisement intensif, il faut éviter le réchauffement climatique. Tout ceci permet d'allonger les périodes d'étiage, et pendant ces périodes d'étiage, il faut effectivement du thermique pour compléter la production des barrages lorsque cette production baisse en période de sécheresse. Donc, tout est une question de stratégie, ça dépend des différents pays. Il faut élaborer une stratégie qui puisse permettre de donner l'électricité à tous les pays, de l'électricité moins chère, compétitive, pour que la production qui va être facilitée par les conditions physiques, par les infrastructures, puisse être une production compétitive. Ok. Certains diront également que s'il y a des insuffisances au niveau de la réponse nationale, qu'il faut aller vers des politiques sous-régionales communes comme l'OMVS. À ce niveau, l'OMVS pourrait peut-être servir. Quel est votre... Non, mais bien sûr, la Guinée déjà coopère dans ce sens-là. En réalité, lorsque nous avons voulu faire Caleta, c'est parce que c'était le seul barrage dont l'étude avait été faite au niveau de l'OMVS. Voilà. L'un des gros problèmes que nous avons, c'est que les projets ne sont pas étudiés et prêts à être financés. Mais la coopération sous-régionale est essentielle. Je pense que nous devons faire partie, comme il y a déjà le programme au niveau de la CEDEAO, le programme ouest-africain d'électricité qu'il va falloir encourager. Mais la Guinée doit être un pays qui contribue, qui doit être un pays pourvoyeur d'électricité dans ce schéma-là. Ok, on reste autour de la coopération sous-régionale pour parler de ce projet de monnaie unique dans l'espace CEDEAO à l'horizon 2020. On parle d'éco, on est presque à moins de 2 ans de l'échéance. Est-ce que vous y croyez, une monnaie unique pour la sous-région, pour la CEDEAO, docteur? Oui, j'y crois, mais je peux vous dire déjà qu'en 2020, cette monnaie unique ne sera pas prête. Parce que, comme vous le savez, il y a les conditions de convergence macroéconomique, c'est-à-dire, pour parler simplement, les pays devraient baisser chacun leur taux d'inflation.
avoir un niveau raisonnable de la dette extérieure, éviter les déficits massifs, parce que vous savez, c'est les déficits qui permettent la création monétaire. Et lorsqu'il y a trop de création monétaire d'un pays par rapport à un autre, ça fait des difficultés dans un schéma d'intégration monétaire. Alors, l'Afrique a expérimenté les deux approches. La première approche qui est ici, c'est l'approche CFA. Et dans des pays comme la Guinée, il y a l'approche de monnaie nationale. Je rappelle au passage que le Mali avait eu sa monnaie nationale et le Mali a réintégré la zone CFA. Quelle est la difficulté de chacune des approches? L'approche franc CFA, c'est le fait que le franc CFA soit lié à l'euro et que l'évolution de la monnaie ne dépend pas des conditions spécifiques aux pays africains, mais dépend des conditions de la zone euro. Et ce qui a une tendance à la surévaluation de la monnaie. Et comme vous le savez, à long terme, la surévaluation est un handicap majeur dans l'exportation, dans les exportations. Or, un pays ne peut pas se développer sans que ces pays n'exportent massivement. Ça, c'est le problème. En ce qui concerne la monnaie nationale, nous avons aussi un problème de fond. Des pays comme la Guinée ou le Ghana qui ont leur monnaie nationale, c'est le manque d'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis des autorités politiques. Ce qui amène très souvent à faire des financements abusifs, des déficits excessifs de l'État, et donc à créer l'inflation et à faire baisser la valeur de la monnaie nationale. Et lorsqu'il y a l'inflation, il y a une déstabilisation sociale, parce qu'il faut se rappeler, la monnaie, c'est le réceptacle du pouvoir d'achat des citoyens. Donc, la solution idéale serait effectivement d'avoir une monnaie commune de la CEDEAO, une monnaie qui serait commune, donc ce qui permet de préserver l'indépendance par rapport aux autorités politiques, mais une monnaie qui serait uniquement au niveau de la CEDEAO, ce qui permet de s'affranchir de la tutelle de l'euro et de la force excessive de l'euro sur le marché international. Donc c'est une situation, je crois, parce que je crois à la solidarité africaine, mais simplement les conditions ne sont pas réunies pour le moment, les conditions techniques ne sont pas encore réunies. Pour revenir en Guinée, en 2016, il y avait plus ou moins une croissance, plus ou moins un démarrage, une relance économique, on avait parlé de 6%. Cette année, quand on jette un coup d'œil sur les indicateurs, ce n'est pas aussi que ça, mais est-ce que cela ne va pas être boosté par les résultats de cette visite en Chine où on parle de 20 milliards injectés dans l'économie, ça va faire bouger les choses? Bon, d'abord, il y a deux questions. La première, c'est le taux de croissance en Guinée qui est resté au niveau de 0% pratiquement pendant très longtemps, pendant 3 à 4 ans. Partiellement à cause d'Ebola, mais partiellement aussi à cause de mauvaises politiques économiques. Donc il y a eu un rebond en 2016 qui ne va pas continuer en 2017 et dans les années suivantes si on ne trouve pas une source de croissance économique. Votre deuxième question, c'est le paquet des 20 milliards dont on parle tant depuis une semaine ou deux. C'est une bonne chose. Rappelez-vous, lorsque j'étais justement le conseiller aux affaires chinoises, moi-même j'avais proposé un paquet de 23 milliards. Parce qu'à l'époque, j'expliquais que la Chine est la première puissance financière. Malheureusement, je n'avais pas été écouté. Or, à l'époque, la Chine avait besoin du fer. Je rappelle que sur le marché de fer en 2012 de 2 milliards, nous avions 1 milliard d'autoconsommation et 1 milliard de tonnes de fer de commercialisation. Sur ce milliard, la Chine seule importait plus de 660 millions de tonnes, soit près de 63% de la quantité. Donc si vous regardez le marché du fer, du côté de l'offre, vous aviez ce qu'on appelle un oligopole, et du côté de la demande, ceux qui demandent le fer, vous avez un monopsone où la Chine était vraiment le pays qui demandait le plus le fer. Malheureusement, à l'époque, les autorités guinéennes n'avaient pas compris et j'étais le seul à défendre ce dossier que j'ai perdu. C'est une bonne chose si les gens reviennent 4 années après avec une enveloppe qui est comparable. Mais la situation est différente parce qu'entre-temps, les Chinois n'ont pas pu avoir le fer guinéen et ils ont sécurisé leur approvisionnement avec les autres pays africains.
Mais entre-temps aussi, nous les avons donné beaucoup de fer, je dirais presque gratuitement, parce que le marché est toujours un cycle. Mais de quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de 20 milliards, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un prêt. Il ne s'agit pas d'un prêt, il s'agit simplement d'un accord cadre. Ce n'est pas un financement, c'est une intention de financement. Il y a toute une différence. C'est quoi le problème? Est-ce que le pays n'a pas la capacité d'absorption pour réaliser tout cela? Voilà, ça veut dire que pour pouvoir tirer, il faut que la Guinée ait des projets bancables, de très bons projets bien ficelés avec des études de faisabilité technique et financière bien élaborées. Et que ces projets soient acceptés par les banques chinoises. En ce moment-là, on pourra tirer année après année. Donc moi, je dirais objectivement que c'est une bonne politique, mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas d'un financement, il s'agit d'une intention de financement. Ce n'est pas un prêt, c'est une convention cadre. Simplement qui dit on est prêt à vous donner 20 milliards, 1 milliard par année sur 20 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus. Tout dépend de la capacité de la Guinée d'absorber ces fonds. Cette capacité est fortement dépendante des études qui existent pour les projets prioritaires de l'État. Malheureusement, c'est un domaine que je connais bien et j'ai beaucoup essayé dans les années passées sans succès. J'espère maintenant que tout le monde a compris qu'on ne peut pas promouvoir le développement économique sans qu'il y ait des études, des projets bien étudiés et bien élaborés. D'accord, on est en train de s'acheminer vers la fin de l'entretien. Je rappelle simplement qu'en Guinée, nous avions déjà eu ces intentions de financement avec Abu Dhabi pour 5 milliards de dollars. Il n'y a eu aucun effet. J'espère qu'avec la Chine et surtout le dynamisme des entreprises chinoises, nous pourrons avancer avec ces projets-là. On l'espère. On n'est pas très loin de la fin de l'entretien. Docteur, une question personnelle. Quelles sont vos relations avec Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et même encore une fois le professeur Alpha Condé? Je vais peut-être vous surprendre, mais moi j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Parce que simplement, je ne conçois pas la politique comme une guerre entre les personnes. Déjà, les problèmes personnels, je m'en méfie. Moi, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et en ce qui concerne mes relations personnelles, elles sont excellentes avec l'ensemble du personnel politique de la Guinée. Avec le Premier ministre Sidya Touré, nous avons travaillé ensemble, nous avons milité ensemble. C'est un homme décent. Qui a une très bonne expérience et une capacité de gestion remarquable. Avec Cellou Dalein Diallo, c'est un ami de très longue date. Nous avons travaillé à la Banque centrale ensemble, donc il est capable aussi d'apporter beaucoup à la Guinée. Moi, je n'ai pas de problème de personne. Mais peut-être vous fréquentez l'un plus que les autres. Voilà, on veut savoir, les téléspectateurs veulent savoir. Quoi? Après, qui parmi les trois vous fréquentez les mieux trois que les avec autres? qui? Cellou, Sidya et même le professeur Condé. Le professeur Condé, c'est un grand frère à moi et j'ai longuement travaillé avec lui. Nous avons souvent des divergences sur des dossiers précis, mais ça n'a absolument rien de personnel. Encore une fois, moi, je voudrais vraiment que la politique quitte le champ de l'invective et de la haine. La politique, c'est un champ de fraternité. Peut-être parce que je ne suis pas politicien professionnel. Moi, j'aime les gens, j'aime les Guinéens de tous bords. Et les problèmes que nous essayons de résoudre, c'est des problèmes qui appartiennent à l'ensemble de la Guinée. Lorsqu'on parle de la jeunesse guinéenne au chômage, ce n'est pas la jeunesse d'une ville donnée, c'est la jeunesse de toute la Guinée. Lorsqu'on dit qu'il faut donner de l'électricité, de l'eau, qu'il faut promouvoir l'agriculture pour le peuple de Guinée, c'est l'ensemble du peuple de Guinée. Et on ne peut pas aider un peuple quand on hait des personnes. Moi, je n'ai pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Et toutes ces personnes que vous avez signalées sont des amis à moi. Nous avons d'excellentes relations dans la vie de tous les jours. D'accord. Voilà. La réponse est déterminante. On est à moins de 2 ans de la présidentielle. Mais déjà, qui sont les militants du PADES, docteur? Est-ce que ce sont des jeunes, des femmes? Qui sont vous? Écoutez, les militants du PADES, c'est des femmes, c'est des adultes, mais c'est encore essentiellement des jeunes. C'est pour ça que nous parlons de génération PADES. Qu'est-ce que c'est que cette génération PADES? C'est tous ces jeunes qui ont entre 15 et 35, 40 ans et qui n'ont aucune responsabilité politique en Guinée.
pour la simple raison que tous les grands partis politiques qui existent sont des vieux partis des années 90 qui n'ont pas été renouvelés. Donc les structures n'ont pas été renouvelées. C'est à cause de cela que les jeunes Guinéens de cette tranche d'âge 15, 35, 40 ans, c'est des gens qui créent des ONG, c'est des gens qui créent des mouvements de soutien parce qu'ils n'ont pas de place dans les partis politiques. Or, la politique est importante. Encore, j'en appelle au fait que les meilleurs de la Guinée doivent faire de la politique. L'un des plus gros problèmes que nous avons eu en Guinée, un peu plus qu'ailleurs, c'est que les meilleurs des Guinéens ont fui la sphère politique. Les plus grands intellectuels, les hommes les plus capables ont fui la politique. Or, c'est la politique qui permet de prendre la décision pour l'ensemble des membres de cette société. Il faut qu'on accepte que les meilleurs viennent à la politique. Si partout, lorsque j'ai été pendant cette campagne, ça me fait rire, les gens m'ont dit, écoutez, la politique maintenant, c'est des menteurs, ils viennent raconter des histoires. Je dis non. C'est parce que c'est les menteurs qui ont fait la politique. Mais les politiciens ne sont pas des menteurs. Si les bonnes personnes font de la politique, personne ne va mentir. Mais c'est parce que les bonnes personnes se sont retirées. Les menteurs font de la politique, évidemment, ils continuent de mentir. La politique, c'est quelque chose de sérieux, qui requiert beaucoup d'intelligence. Et moi, je souhaite que les meilleurs d'entre nous viennent à la politique. Comme ça, le pays va s'en sortir, puisque la décision publique doit être rationnelle. Elle ne doit pas être des questions personnelles des politiciens. Moi, encore une fois, je ne suis pas politicien, j'aime la rationalité économique. Et je crois que la première génération nous a donné l'indépendance et que le rôle des hommes politiques dans cette génération, c'est juste d'améliorer le niveau de vie des Africains et des Guinéens en général. Et non de faire de la politique politicienne ou du populisme, ça ne mène nulle part. Voilà, sortir la politique des invectives. Docteur Kaba, candidat à la présidentielle de 2020. Je crois que c'est trop tôt pour en parler, mais simplement je peux vous dire que tous les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir si l'on veut mettre en œuvre son projet de société. Voilà. Donc les partis politiques ont vocation à concourir à tous les scrutins, et aussi bien aux élections locales, aux élections législatives qu'aux élections présidentielles. C'est tout à fait logique. Un dernier mot, un message particulier avant de clore l'émission? Disons, si j'ai un message, c'est vraiment le message d'espoir. Beaucoup de gens en Guinée sont blasés de la politique parce qu'ils pensent que la politique, c'est pour tromper les gens. Ce n'est pas le cas. Moi, je crois fermement à ce que je fais. Et je pense que tous ceux qui ne sont pas satisfaits des partis traditionnels trouveront dans le PADES l'occasion d'exercer leur talent et d'avoir leur mot à dire dans l'avenir de la Guinée. Aussi bien les femmes, les hommes que les jeunes, surtout les jeunes de toutes les régions naturelles de la Guinée sont invités vraiment à venir prendre le pouvoir dans le PADES. Comme ça, c'est un parti qui a beaucoup de tolérance, parce que moi-même je suis enseignant. Donc j'accepte la contradiction déjà de par mon métier. Donc c'est un nouveau parti qui attire énormément de jeunes dans toute la Guinée et moi je suis très très satisfait de ce qui se passe sur le terrain. Ok. Merci donc docteur Ousmane Kaba d'être l'invité de cette émission de politique. Avec lui donc nous avons parlé de cette formation politique, le PADES, cette tournée qu'il a conduit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, le Mali pour cette escale-ci, et également des questions d'actualité nationale et sous-régionale. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain avec un autre invité politique du continent sur Africa Blog Télévision.